We are in the endgame now. Salut, bienvenue sur Otaku Gabs. Je suis Marc, le mec qui est responsable de la maintenance des armures d'Iron Man. En gros, c'est moi qui les nettoie après chaque mission et je laisse ensuite Jarvis s'occuper de la partie technique. Je me suis dit que j'allais faire un truc fun, suivre les 21 premiers films de l'univers cinématographique Marvel avant le finale Avengers Endgame. Et j'ai ensuite décidé de faire un résumé de chaque film et enregistrer un épisode par phase. La phase 1 du MCU s'appelle Avengers Assembled et est la première partie de toute la saga de l'infini. Elle se compose de 6 films. Elle commence par Iron Man et finit par The Avengers. Iron Man est le premier film du MCU. Il est sorti en 2008 et a été réalisé par Jon Favreau. Favreau a aussi réalisé Iron Man 2 ou encore le live action du Livre de la Jungle. Il a aussi été un des producteurs exécutifs d'Iron Man 3 et de tous les films Avengers. Il a joué dans Very Bad Things et la série Friends. Le film est inspiré du comics du même nom créé par Stan Lee, son frère Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby. Dans le rôle de Tony Stark, on a Robert Downey Jr. qui a joué dans Sherlock Holmes, Tropic Thunder, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac, etc. Terrence Howard est dans le rôle de James Rhodes. C'est Lucius Lyon dans la série Empire. On a ensuite Gwyneth Paltrow dans le rôle de Pepper Potts. Elle a joué dans plein de films, je pense pas qu'elle ait représenté. Et Shaun Toub qui joue le rôle de Yinsen. On a aussi Jon Favreau, le réalisateur, qui joue le rôle de Happy. La première scène du film nous montre Tony Stark dans un véhicule blindé avec une escorte militaire quelque part en Afghanistan. Son convoi se fait attaquer et tous les soldats se font tuer. Du moins une partie, ceux qui étaient avec Tony Stark. Il réussit à s'éloigner de la zone de bombardement jusqu'à ce qu'une bombe vienne atterrir à côté de lui. La caméra fait un petit zoom et on peut voir écrire dessus Stark Industries. La bombe explose et Tony se fait capturer par un groupe de terroristes. On nous montre ensuite tout ce qui s'est passé dans les 36 heures avant l'incident. Il y a une scène où ils ont transformé le jet de Tony en boîte de nuit. C'est parfait. Et donc il est avec Rhodes et il décide de transformer son jet en boîte de nuit. Et les hôtesses de l'air font office de... Tony fait un discours typiquement américain arrivé en Afghanistan. Il vante le mérite des armes qu'il fabrique devant les soldats et parle de la grandeur de l'Amérique. La scène entre le docteur et Tony dans la grotte est l'une des plus poignantes du film. Tony prend peu à peu conscience des conséquences néfastes de ses recherches. Le docteur lui demande est-ce qu'il est fier de lui et de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Il va ensuite construire à partir de quelques matériaux sa première armure. Franchement, le niveau d'ingéniosité de Tony est sans limite. Je ne sais pas s'il y a un film avec une scène où on voit le héros partir de rien et fabriquer lui-même son arme de combat qui soit meilleure que celle-là. Le réalisateur prend le temps de nous montrer toutes les étapes de la fabrication. C'est pour ça qu'on aime Tony Stark. C'est pour le voir geeker avec des machines et créer des trucs incroyables. Et Jensen a une parfaite alchimie avec lui. Ils vont se lier d'amitié et il va l'aider à fabriquer son robot. Une phrase qui décrit bien Tony à ce moment, c'est quand Jensen dit « Tu es un homme qui a tout, mais rien à la fois ». Je trouve les méchants assez drôles quand même. Ils ont capturé Tony, mais ils ne le surveillent absolument pas. Ils savent que c'est un génie qui peut fabriquer des armes destructrices, mais absolument aucune surveillance. Et même quand ils se mettent à douter de lui, ils ne le surveillent pas H24. Franchement, je pense qu'il devrait retourner à l'école des méchants pour réapprendre les bases. La première armure de Tony est trop badass. Elle est imparfaite, mais c'est ce qui la rend cool en fait. C'est le fait qu'elle ait été fabriquée dans une cave en si peu de temps avec des matériaux recyclés. La scène suivante est géniale. Il y a un terroriste qui tente de tirer sur le casque de Tony et la balle rebondit sur lui. Je sais pas si je devrais en rire, mais franchement c'était super drôle parce que Tony avait le dos tourné, ne savait même pas ce qui s'est passé en plus. Tony réussit à sortir de la cave et il a des lance-flammes dans son armure. Non mais des lance-flammes. Le mec a mis des lance-flammes dans son armure. C'est génial, c'est super génial. Par contre, les effets spéciaux des explosions, c'est vraiment limitant. On se croirait dans Bioman tellement ça a l'air fake. Mais on va pardonner ça au film. Aussi, le fait que les hélicoptères de l'armée américaine se trouvaient par hasard non loin de l'endroit où Tony a atterri après s'être échappé. Tu te demandes comment ils ont fait pour ne pas remarquer l'entre de terroristes s'ils circulaient dans cette zone. Mais bon. Donc, Tony réussit à s'échapper, il rentre et il décide de fermer la division fabrication d'armes de guerre de Stark Industries et se lance dans la conception et la fabrication de l'Iron Mark II. Là encore, comme dans la grotte, on assiste à toutes les étapes de fabrication de l'armure de Tony. C'est vraiment quelque chose qu'on ne verra quasiment plus dans les autres films. C'est juste
Ah tiens, Tony a une nouvelle armure, et puis plus rien, alors que là on a tous les détails qui concernent l'armure. La scène du premier vol de Tony montre à quel point il est excentrique. Il décide d'aller le plus haut possible avec l'armure et ne manque pas de s'écraser si son armure ne s'était pas rallumée à temps. Et il est super excitant en plus. C'est un vrai gamin, il arrive à nous transmettre à nous, spectateurs, la joie qu'il ressent. J'étais aussi content de lui de son premier vol dans la Iron Mark II. Dans le même film, on assiste à la création des armures Mark I, Mark II et III. La caméo de Stan Lee, Tony le confond avec Hugh Hefner vu qu'il est de dos et qu'il y a plein de femmes avec lui. Un truc bizarre et cool avec les héros du MCU, c'est qu'ils n'hésitent pas à tuer les méchants. À ce niveau du film, Tony a déjà tué au moins une 30aine de personnes, mais ça ne me dérange pas. On donne souvent une morale suprême aux héros en disant qu'ils se contentent de protéger, mais j'aime la direction du MCU. Ils sont là pour venger les innocents et se débarrasser complètement de leurs bourreaux. Je déteste quand dans un film un héros qui capture un vilain qui a passé tout le film à tuer sans scrupule décide de laisser la justice s'en charger. À partir du moment où tu es un super-héros, tu es la justice. Ou encore, souvent, les héros, ils disent « Si je te tue, je ne serai pas meilleur que toi. » Franchement, c'est nul. Ça va avec certains héros, comme Batman, mais pas avec tous. On découvre que le vrai méchant du film n'est autre que le partenaire d'Howard Stark, qui est resté dans l'entreprise et la dirige avec Tony. Sa motivation semble être juste l'argent. Il se sert de la technologie pour vendre des armes, alimenter des guerres et se faire de l'argent sur le dos des millions d'innocents. Ça mène à une question éthique très intéressante. Les pays qui vendent leurs armes à d'autres pays qui ont la réputation de soutenir le terrorisme sont-ils de facto complices? C'est le cas de la plupart des grands pays industrialisés. Pourquoi continuer de fabriquer des armes toutes plus puissantes les unes que les autres si l'objectif c'est d'éviter les guerres? Le dernier combat, c'est Iron Mark III contre l'Ironmonger, la version robot fabriquée par l'ennemi d'Iron Man dans ce film. En 1 contre 1, Tony perdait parce que l'autre armure est clairement plus puissante. Mais il a demandé à Pepper de détruire le réacteur qui produit l'énergie du laboratoire et qui a fait tout exploser, et qui a fait aussi exploser l'Iron Mark. On nous a introduit aussi l'agent Coulson et par la même occasion le SHIELD. La scène post-générique montre Nick Fury qui se présente comme le directeur du SHIELD et parle à Tony de l'Avengers Initiative. Quand j'ai suivi le film pour la première fois, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Je n'ai jamais été un grand fan de comics, donc à l'époque je ne connaissais pas l'étendue de l'univers Marvel. Je ne savais même pas que Spider-Man, Blade ou les 4 Fantastiques en faisaient partie. Ce n'est que plus tard que j'ai compris la signification des scènes. Tony est un personnage assez intéressant. Il est égoïste en général et priorise ses propres intérêts au-dessus des autres. Il est passionné par son travail et quand il n'est pas à une fête en train de s'amuser, il est enfermé dans son laboratoire à créer la prochaine nouvelle technologie. Son travail prend quand même la quasi-totalité de son temps libre. Et vu qu'en plus de tout ça c'est un génie, c'est compréhensible que ça lui monte parfois à la tête. Il aime être seul dans son espace au milieu de ses machines. Il n'a aucune attache émotionnelle avec quiconque. On observe un Tony qui, au départ, avait une vision assez limitée de l'implication de son travail. Quand il dit notamment à la journaliste au début « Nous ne vivons pas dans un monde parfait, mais le seul que nous ayons. Je fabrique des armes parce qu'elles servent à protéger. » Et si on voit un peu ce qui se passe aux États-Unis concernant le débat sur le port d'armes, on se rend compte que c'est le même argument utilisé par les défenseurs du Second Amendement. Le souci, c'est qu'autant les armes peuvent servir de moyen de défense, autant elles peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées. Faciliter l'accès à ces dernières en amont, c'est se retrouver dans une situation catastrophique en aval. Pour ce qui est du droit constitutionnel des Américains, ils pourront en débattre eux-mêmes. Mais pour ce qui concerne spécifiquement le film, l'évolution psychologique du personnage de Tony en font l'un des héros les plus complets. Il lui aura fallu voir de ses propres yeux la façon dont ces armes peuvent être utilisées pour le faire réagir. Au sortir de cette situation, il aurait pu se dire « Tant pis, il y aura toujours des méchants et ils trouveront toujours le moyen de se procurer des armes. Je ferme les yeux et je continue mon business. » Mais sa conscience, le fait qu'il ressente une grande empathie envers les victimes de ces armes, le regret profond de l'acte qu'il a commis, son changement total de paradigme, mais surtout la mort de son ami Yinsen, ont permis de créer le héros connu sous le nom d'Iron Man. Et lorsque l'on voit l'évolution de Tony jusqu'à Infinity War, sa courbe de développement personnel ne cesse de s'élever. C'est l'un des rares héros du MCU qui se sacrifie quasiment dans tous les films. Il est prêt à perdre sa vie si ça peut permettre de sauver des innocents. Même si ce film n'est pas dans le top de mon classement personnel des films du MCU, si je devais faire un classement plus objectif, je mettrais clairement Iron Man comme la meilleure origin story de tout le MCU parce qu'il est complet. Il a servi de modèle et de plateforme de lancement à tous les films qui ont suivi. Robert Downey Jr. est le meilleur Tony Stark. Personne d'autre ne pouvait aussi bien représenter le rôle que lui. Il est le père du MCU. Si son film n'avait pas eu autant de succès, on n'aurait certainement pas eu les 21 autres films qui ont suivi. Sa présence
suffit à rassurer et mettre tout le monde de bonne humeur. Il est l'un des meilleurs acteurs de cette génération. Gwyneth Paltrow est pas mal dans le rôle de Pepper. Elle s'est bien imprégnée du personnage. Même si Terrence Howard a fait un rôle qui est assez drôle, le rôle était fait pour Don Cheadle. Il est important de noter que ce film a pris du temps à être produit. Plusieurs tentatives ont été faites depuis 1996, mais il était difficile de trouver un bon acteur et un bon réalisateur. Nicolas Cage et Tom Cruise faisaient partie des premières options. Après plusieurs tentatives infructueuses, Marvel, qui avait vendu les droits du personnage, les récupère en 2005. Même là, ça a été difficile parce que Iron Man n'était pas aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui. D'ailleurs, la grande majorité des héros du MCU qu'on admire aujourd'hui sont des personnages secondaires dans les comics. Tu penses bien que Black Widow et Hawkeye n'ont pas un niveau face à des Thor ou des Captain Marvel, etc. Mais dans le MCU, dans leur version des films, Kevin Feige a réussi à faire en sorte qu'on apprécie ces personnages et qu'ils deviennent iconiques. Alors qu'à une époque, les fans comics Marvel ne les considéraient absolument pas et beaucoup ne les connaissaient même pas. Il y a tellement de héros plus puissants que nos favoris du MCU, mais Marvel voulait justement faire en sorte que des héros faibles de base soient plus forts dans les films. C'était un pari risqué parce que dans les premiers tests d'opinion, les gens n'aimaient pas vraiment Iron Man. Mais ça leur a permis de développer le personnage et nous fournir le chef-d'œuvre qu'on a aujourd'hui. J'ai trouvé le film génial. À aucun moment je me suis ennuyé, les différentes parties sont bien divisées, la musique va bien avec les scènes, même la façon dont c'est filmé montre que ça a été bien travaillé. Et mention spéciale à la maison de Tony, elle est juste waouh. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais The Incredible Hulk, sorti en 2008, fait partie du MCU. C'est le deuxième film de la saga. Il a été réalisé par Louis Leterrier, producteur et réalisateur français qui a aussi fait les films Clash of the Titans et Now You See Me. Comme personnage, on a Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner. Il a aussi joué dans Birdman. Liv Tyler dans celui de Betty Ross. Elle a été Arwen Ndomiel dans la saga du Seigneur des Anneaux. William Hurt dans celui de Thunderbolt Ross et Tim Roth joue l'Abomination. L'histoire est inspirée du comics Hulk Grey par Jeff Loeb et Tim Sale. Le héros Hulk lui-même a été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Dans le petit montage d'introduction, on voit le général Ross. On nous montre aussi les noms de Nick Fury comme responsable du SHIELD et bien sûr la présence de Stark Industries. Après l'incident au labo, Bruce s'est réfugié au Brésil où il vit tranquillement dans les favelas. Il travaille dans une usine de fabrication de boissons énergisantes. Il va se blesser et son sang va atterrir par hasard dans une bouteille. Ce qui va générer toute l'histoire du film. Tu parles d'une coïncidence. Et ensuite, on a une scène avec le scénario typique de la petite mamzelle en détresse que le héros vient sauver. Comme par hasard de tous les mecs présents dans l'usine, elle n'avait Dieu que pour notre bel héros. Que c'est beau, que c'est cliché et ennuyeux. Donc, si je comprends bien, il s'est enfui parce qu'il est recherché. Durant sa cavale, il cherche une sorte d'antidote au sang d'Hulk et discute avec un étranger sur Internet à qui il a tout raconté. Il ne l'a jamais rencontré mais décide quand même de lui envoyer un échantillon de son sang. C'est bien ça? Ok. La caméo de Stan Lee, il va boire la boisson dans laquelle se trouvait le sang de Banner et c'est ce qui va alerter les autorités et leur permettre de le localiser. Donc les mecs arrivent, il fait nuit, ils s'introduisent chez Banner, ce qui leur prend maxi 10 secondes, mais quand ils ressortent, il fait complètement jour. Ils le poursuivent pendant une bonne quinzaine de minutes grand max dans la ville et il fait de nouveau nuit. J'ai vraiment envie d'aimer ce film, mais ce sont les petits détails comme ça qui font qu'il se retrouve au bas du classement des films du MCU. La scène de poursuite dans les favelas par contre était super cool. Ils ont bien exploité l'architecture de la zone pour filmer ça et c'était vraiment magnifique. Général Ross explique qu'ils ont essayé de reproduire le sérum développé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a donné leur pouvoir à Captain America et The Winter Soldier, en ajoutant des rayons gamma à la formule. L'expérience a bien sûr échoué, mais ça a permis de donner naissance à Hulk. Dans ce film, Banner se retrouve à différents endroits sans vraiment donner aucune explication. On l'a laissé, il était au Brésil, après il s'est retrouvé au Chili, je crois, et après il s'est retrouvé au Mexique, et ensuite il s'est retrouvé aux États-Unis. Donc on ne sait pas comment il a fait pour traverser la frontière sans argent, sans nourriture, sachant qu'il ne contrôle pas le Hulk. Il a passé des milliers de kilomètres pour se retrouver aux États-Unis. Ça n'a absolument pas de sens. En plus, il sait qu'il est recherché par Ross, mais la première chose qui lui vient en tête, c'est d'aller voir son ex qui se trouve être la fille de Ross. Dans Iron Man, on sent qu'il y a un truc entre Tony et Pepper, mais ils prennent leur temps. Ici, ils sont déjà ensemble au départ, mais il y a eu l'incident. Il a disparu et elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Jusque-là, tout va bien. Mais à cause du pouvoir de l'amour, tout redevient normal. Pour moi, le général Ross est le méchant du film.
Il a créé le super sérum qui donnera naissance plus tard à l'Abomination. Il aurait dû mourir. À chaque fois que je vois sa tête, j'ai envie de lui donner un coup de boule. Il y a une scène où le général envoie toute son armée pour affronter Hulk et Hulk détruit juste tout. En fait, il est violent, mais d'une violence sans mesure. J'adore ce personnage. Quand il casse des trucs, il tape pas juste dessus une fois, il s'assure de bien détruire complètement la chose. On ressent aussi bien le trauma de Banner. Il y a des flashbacks des attaques contre Hulk, une sorte de syndrome post-traumatique, ce qui fait que dès qu'il voit ou entend quelque chose qui lui rappelle des rafales de balles, il se recroqueville sur lui-même. Comparé au super sérum de Steve, le sien le rend plus fort mais aussi plus instable mentalement. Il ne veut pas du Hulk, il veut s'en débarrasser parce qu'il s'agit pour lui d'une monstruosité qui fait du mal. Franchement, dans le film, Betty Ross, elle ne sert absolument à rien. C'est dommage parce qu'elle est quand même une grande scientifique qui a un doctorat et qui fait des trucs supposément intéressants. Mais la seule chose à quoi elle sert dans ce film, c'est être la go qui flirte avec Hulk. Absolument rien d'autre. Ensuite, le docteur à qui Banner a envoyé son sang, parce que c'est un docteur fou, a jugé nécessaire de multiplier le sang de Hulk. En fait, ça me fatigue. Donc, il y a un mec qui est envoyé pour traquer Banner, à qui Ross a donné le super sérum, enfin, une version du super sérum. Et ensuite, ce mec, pour je ne sais quelle raison, a une sorte d'obsession maintenant pour Hulk. Et il a demandé au Dr. Fu de lui donner le sérum avec le sang d'Hulk. Et ensuite, il s'est transformé en abomination et il commence à tout détruire dans la ville. Comme ça, sans raison valable. Il y a un truc que j'ai remarqué dans les films et qui m'énerve un peu, c'est à chaque fois qu'il y a une scène d'apocalypse, tu te demandes toujours pourquoi il y a les figurants qui courent dans tous les sens. Si une catastrophe arrive, les gens essaieront de rentrer dans des immeubles ou se cacher quelque part. Mais là, non. Ils courent en plein air, devant les monstres, en espérant qu'ils ne les rattrapent pas. Et puis, le général Ross ose encore jouer les gros dieux en refusant de laisser Banner s'occuper du monstre. Franchement, il faut qu'on arrête de faire ça. Je sais pas. C'est quoi ces personnages? Tu sens qu'ils ont besoin de l'aide du héros, mais il faut encore que le héros le supplie. Non mais franchement. Bref, Hulk se bat contre l'Abomination. L'Abomination est plus fort, mais Hulk va gagner parce que c'est le héros. Et puis Tony fait une apparition à la fin pour parler de la création d'une équipe. Ce film est important peut-être, je sais pas, je suppose, vu qu'il fait partie du MCU. Enfin, du moins s'il nous présente le personnage de Hulk, mais je ne recommanderais à personne d'aller le suivre. Mais vraiment, il est nul. Iron Man 2 est le troisième film du MCU. Il est sorti en 2010 et est toujours réalisé par Jon Favreau. On retrouve les mêmes acteurs principaux que le premier film, à l'exception de Don Cheadle qui remplace Terrence Howard dans le rôle du colonel James Rhodes. J'ai connu Don Cheadle dans la série House of Lies. On a la seule et l'unique Scarlett Johansson dans le rôle de... Ouais, elle joue le rôle de qui dans ce film? Je sais pas, j'ai oublié le nom. Mais c'est pas Natasha Romanoff. Elle a un autre nom, je pense, au début du film. Donc, elle est dans le film et elle a joué dans Matchpoint, The Island, The Spirit, Her, Under the Skin, Chef, Ghost in Shell, Lucy. Bref, c'est une actrice complète qui a joué dans presque une centaine de films. Michel Rourke et Ivan Vanko, un physicien russe, et Sam Rockwell jouent Justin Hammer, le concurrent de Tony Stark. Le film débute où le premier Iron Man est fini. Tony qui dit dans une conférence de presse qu'il est Iron Man. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment un moment très 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 important. C'est ce qui ouvre le MCU, quand Tony Stark dit « I am Iron Man ». Tony est devenu une superstar, encore plus qu'il ne l'était déjà avant. On a la caméo de Stan Lee, où Tony le confond cette fois-ci pour Larry King. Un truc que j'aime avec les films Iron Man, c'est que tu ressens le poids de toutes ses actions. Il doit testifier devant le Sénat parce que le gouvernement va obtenir sa technologie pour fabriquer d'autres armures. Il refuse bien évidemment, et il dit qu'il va se charger lui-même de faire la justice. Je peux comprendre que d'un point de vue moral, laisser autant de pouvoir dans les mains d'un seul individu serait risqué, mais ce n'est pas comme si on pouvait faire confiance au gouvernement non plus. On voit bien comment ça se passe dès qu'un État a un peu plus de pouvoir que d'autres. Ça reste quand même une question légitime. Le film nous introduit ensuite à la plus badass des espionnes, la seule et l'unique Natalia Alianovna Romanova, a.k.a. Natasha Romanoff, a.k.a. Black Widow, a.k.a. Scarlet Bay. On a aussi une caméo d'Elon Musk dans le film quand ils sont à Monaco lors du Grand Prix. Je pense que je ne l'ai pas précisé j'aurais dû le faire peut-être dès le premier film, mais je vais juste citer les scènes que j'ai trouvées intéressantes. Je ne vais pas faire de
c'est pas vraiment un résumé en tant que tel du film. S'il y a bien un truc que les fans d'Iron Man aiment, c'est voir Tony mettre son armure. Et là, quand il la met dans ce film, c'est juste parfait. Les deux seuls moments où c'était mieux que ça, c'était pendant Civil War et je pense aussi Infinity War, ouais. Donc ils vont se faire arrêter, ils vont en prison. Franchement, quand il y a une scène où il s'échappe de prison, c'est... Donc Yvan s'échappe et un garde lui dit en français, vu qu'il s'était à Monaco, le garde lui dit « Hé, prisonnier, arrête-toi, que fais-tu ?» Non mais qui parle comme ça? Tu t'imagines un garde qui dit à un prisonnier « Hé, prisonnier, arrête-toi, que fais-tu ?» Et la scène suivante, donc on l'amène à Hammer, le concurrent de Tony. Et donc Hammer demande au garde de partir. Et le garde répond toujours en français « Je te laisse pas seul, c'est un ouf !» Genre c'est le total opposé du premier garde. Tony ne se sent pas bien, donc il va noyer ses soucis dans l'alcool. Et Rhodes, pour l'empêcher de faire n'importe quoi, va enfiler l'autre armure d'Iron Man. Mais cette fois-ci, il deviendra un War Machine avec l'armure. Et il va littéralement voler l'armure. Franchement, c'est n'importe quoi. Tony, quant à lui, il est en roue libre jusqu'à ce que Fury vienne le trouver. Fury fait mention d'une source d'énergie plus forte que le nucléaire sur laquelle Howard Stark travaillait. J'aime la scène où Fury laisse une boîte avec Tony. Parce que Tony est confus. Il demande qu'est-ce que c'est. Et Fury lui dit juste bon, moi je suis pressé là, je te la laisse avec. Tu t'en occupes bien, ok? Tu gères la situation, il n'y a pas de souci. Ok, bon, au revoir. Et il s'en va tranquille. Et Tony est là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Comment? Pourquoi? Et à ce moment, Tony découvre ce sur quoi son père travaillait. Et quand il ouvre les boîtes, on voit écrit dessus projet Pegasus. C'est une référence à Captain Marvel, vu que c'était le nom du projet sur lequel son père bossait avec Marvel. Et après, on voit aussi un easter egg du bouclier de Captain America. C'est fou à quel point l'univers Marvel est connecté. Il laisse les petits détails ici et là qui servent d'indice pour les autres films. La scène finale, à l'intérieur d'une espèce de parc avec Iron Man et War Machine contre les robots, est magnifique. Je ne pense pas qu'il y ait une scène aussi intense avec l'armure d'Iron Man dans les autres films du MCU. Il y a aussi une scène où Tony sauve un jeune garçon qui porte le masque d'Iron Man. On découvrira plus tard qu'il s'agissait en fait de Peter Parker. Dans la dernière scène, Fury ne laisse pas Tony voir le dossier de l'Avengers Initiative parce qu'il estime qu'il est encore trop instable mentalement. Et dans la scène post-générique, on voit l'agent Coulson au Nouveau-Mexique, à l'endroit où ils ont découvert Mjolnir, le marteau de Thor. On ressent beaucoup le combat interne entre Tony et son père et l'héritage qu'il lui a laissé. Il n'a pas de souvenirs joyeux en tant que tel de son père. Il sait juste qu'il était tout le temps occupé dans ses recherches. Je pense que c'est ce manque d'attachement qui a contribué à sa personnalité aujourd'hui. Il reproduit le même schéma que lui, plongé dans son travail et toujours à l'affût de la dernière technologie. Quelqu'un qui a un gros ego et qui sait qu'il est un génie et donc dans sa magnanimité veut faire les choses en grand. On verra bien au fil des films ce que ça va causer. Et c'est dans Age of Ultron que ça va atteindre son paroxysme. La chute, c'est dans Civil War parce qu'il fera enfin face à tous ces démons. C'est un film moyen, pas aussi intéressant qu'Iron Man. Il n'y avait pas la même intensité, vu qu'à aucun moment la vie d'Iron Man n'était vraiment en danger. Même s'il a failli mourir, on ne le ressent pas. Thor est le 4e film du MCU. Il est sorti en 2011. Le film s'inspire du comics du même nom créé par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby. Il a été réalisé par Sir Kenneth Branagh. Comme acteur, on a Chris Hemsworth dans le rôle de Thor. Il a aussi joué dans La Cabine dans les bois et Le Dernier Blanche-Neige. Nathalie Portman joue le rôle de Jane Foster, une scientifique. Est-ce qu'elle a encore à présenter? Elle était Padmé Amidala Naberi, princesse de Tid, reine de Naboo, sénatrice au sein du Sénat du Grand Empire Galactique, mais aussi épouse d'Anakin Skywalker, général Jedi dans la Grande Armée de la République et plus tard seigneur noir des Sith, Dark Vador. Elle est aussi la mère de Luke Skywalker, maître Jedi et de la princesse d'Alderaan, Leia Organa. Elle est aussi la belle-mère de Han Solo, général dans l'armée rebelle et capitaine du Millennium Falcon. Et enfin, grand-mère de Kylo Ren, leader suprême du Premier Ordre. Je crois que je me suis trompé de film. Donc on a ensuite Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, Stellan Skarsgård dans celui d'Eric Selvig, Colm Feore joue Lofé, le roi des géants de glace, et Idris Elba dans le rôle d'Heimdall. Les premières scènes du film montrent Asgard un royaume puissant et technologiquement avancé.
On nous présente un Thor narcissique, sûr de lui et de sa force, qui aime la gloire, mais qui a beaucoup de respect pour son père. Lorsqu'un problème surgit, sa première action, c'est d'utiliser la force, ce qui l'oppose assez à Loki, qui lui est plus stratège. Il est vraiment inconscient et ne pense qu'à se battre. Il prend plaisir à détruire ses ennemis. Il ne se soucie pas de l'état de ses compagnons. Mais il faut avouer que son combat contre les géants de glace était assez intense. On s'en rend vraiment compte de la force de Thor. Il est puissant. La caméo de Stan Lee, il est avec les mecs qui ont essayé de déterrer le marteau de Thor dans le désert. On apprend que Loki a été adopté par Odin et qu'il est le fils de Loki, le roi des géants de glace. Thor tente de récupérer son marteau des mains du Shield, mais il n'arrive pas à le soulever parce qu'Odin a mis une condition. Il n'y a que celui qui le mérite qui peut le soulever. La scène la plus émouvante du film, c'est quand Loki lui dit qu'Odin est mort. Tu sens qu'il aime sincèrement son père et son frère parce qu'il va y avoir un beau dialogue entre les deux. Thor apprend ensuite l'importance de protéger ceux qui sont autour de lui, ce qui fait qu'il récupère ses pouvoirs et son marteau. Il n'y a plus rien d'intéressant après. Ah si, il y a Loki qui meurt à la fin. Ou pas. La scène post-générique, on voit Nick Fury qui présente le Tesseract à Eric Selvig, mais qui est en fait contrôlé par Loki. La première fois que je l'ai suivi, j'ai trouvé ce film intéressant. Aujourd'hui, je le trouve super ennuyeux. La relation de Thor avec Jane n'a pas de sens. Son personnage, celui de Jane, ne sert absolument à rien. Par contre, mention spéciale à Tom Hiddleston. Il a réussi à faire de Loki un personnage mythique et apprécié de tous. C'est le personnage incompris qui, en plus d'avoir un complexe d'infériorité, n'arrive pas à faire confiance aux autres. La seule façon qu'il connaisse d'exprimer son affection, c'est en les manipulant. C'est difficile de cerner ce qu'il veut vraiment, et on le verra clairement à travers tous les films où il apparaît. Il est trop instable et mystérieux. Captain America The First Avenger est le 5e film du MCU. Il est sorti en 2011 et est une adaptation du comics du même nom créé par Joe Simmons et Jack Kirby. Il a été réalisé par Joe Johnston, qui a fait aussi le premier film Jumanji et Jurassic Park 3. Dans le rôle de Steve Rogers, on a Chris Evans. Il était aussi la torche humaine dans les films des 4 Fantastiques. Tommy Lee Jones, dans celui du général Chester Phillips. C'est la Junkie dans les films Men in Black. Hugo Weaving dans le rôle de Red Skull. Il a joué l'agent Smith dans Matrix, Elrond dans Le Seigneur des Anneaux et de Hobbit, et aussi V dans V for Vendetta. Hayley Atwell joue Peggy Carter, une officière de l'armée. Sebastian Stan, quant à lui, joue James Byrne, a.k.a. Freaking Bucky. Dominic Cooper dans le rôle d'Howard Stark, grand inventeur, et Stanley Tucci dans celui d'Abraham Erskine, scientifique allemand exilé aux États-Unis. Le film se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Johann Schmidt, actuel leader d'Hydra, une organisation dont la création avait pour but de ramener Hive, un inhumain, sur Terre. Il a été banni par d'autres inhumains. Pour en savoir plus sur les inhumains, se référer à la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. ou lire les comics. Au fil des années, Hydra a voulu dominer le monde à travers diverses méthodes. Il se trouve qu'en 1942, c'était la division scientifique de l'Allemagne nazie. Ils vont découvrir le Tesseract dans un temple en Norvège. Alors, depuis des générations, les Nordiques ont leurs dieux qu'ils adorent et respectent. Ces dieux se trouvent être les Asgardiens. Ces derniers les ayant sauvés notamment contre les géants de glace. Odin, roi d'Asgard, durant l'une de ses batailles, a, semble-t-il, égaré le Tesseract sur Terre. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans les mains des religieux qui l'ont soigneusement gardé durant toutes ces années. Je vais pas aller plus loin que ça en arrière dans l'histoire du Tesseract parce que ça reviendra à parler des comics et je me base uniquement sur les films pour faire mes revues. Pour éviter toute confusion plus tard, le Tesseract est l'une des 6 pierres de l'infini. Il s'agit de la pierre de l'espace. On a un Steve Rogers digitalement réduit pour avoir l'air plus petit et moins fourni en muscles, qui veut intégrer l'armée. Le personnage est présenté comme un homme droit avec un fort sens des responsabilités mais aussi de la justice. Malgré son petit physique, il a un grand cœur et n'hésite pas à se sacrifier pour sauver les autres. On voit en ce sens une certaine similarité entre lui et Tony. Mais je pense quand même qu'ils sont différents. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Tony se sacrifie, c'est parce qu'il veut mourir et que le sacrifice ultime pour lui sert de rédemption. Et c'est ce qui le rend aussi attachant. En ce qui concerne Steve, son sacrifice est plutôt ressenti comme la seule chose qui lui reste à faire. Il ne veut pas mourir, mais si c'est la seule solution pour sauver des innocents, il va le faire. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas dans ma tête, j'arrive à faire la différence entre les deux. Et bien sûr, il n'y a aucune comparaison à faire vu que les deux se battent pour la justice et le bien de tous. Steve n'abandonne jamais. On aura l'occasion de découvrir sa phase mythique I Can't Do This All Day après s'être fait sauvagement tabasser. En fait, il a dit à chaque fois qu'il se fait taper dessus. Bucky Barnes. Freaking Bucky.
Il est recruté par le docteur Abraham Erskine qui voit en lui un potentiel candidat pour tester le super sérum. Il se retrouve donc dans la division stratégique scientifique visant à créer des super soldats et est dirigé par le général Chester Phillips. Il est assisté de l'agent Peggy Carter. Le docteur Erskine parle à Steve du super sérum et explique que ça permet de développer les capacités de quelqu'un. Donc, si quelqu'un est plus apte à faire du bien, ses qualités seront encore plus développées. Pareil si quelqu'un penche plus vers le mal. C'est une version incomplète du super sérum qui a transformé Johann Schmidt en Red Skull, le méchant du film. Steve reçoit le sérum du super soldat qui le transforme en Captain America. Howard Stark a participé à l'opération aussi, c'est important de le noter. Surtout que je pense que c'est un personnage qui mérite son propre film. Il est derrière presque toutes les inventions, toutes les machines ou découvertes qui ont été utilisées dans le MCU, du moins sur Terre. Hydra réussit à tuer le docteur Erskine et Cap les poursuit. Alors, l'une des raisons pour lesquelles j'adore Captain America, c'est juste le voir courir. Il a une façon de courir très spéciale. Il prend un petit élan en sautant sur place et il se lance dans sa course. Je ne m'en lasse jamais de le voir courir. Ensuite, Captain America devient un symbole de l'Amérique pour pousser plus de personnes à s'engager dans l'armée. Un pantin politique, quoi. Son sentiment de défiance envers l'autorité commence à grandir quand il va apprendre la mort de son ami James Bond. Freaking Bucky. Cap va s'introduire tout seul dans la base d'Hydra, taper sur tout le monde et réussir à délivrer les prisonniers. Ils sont au moins une centaine à l'intérieur, je tiens à le préciser. Captain America est badass. J'aime ce film, mais le cliché de la meuf qui tombe pour le héros parce qu'il est un peu plus courageux que les autres doit cesser. Je ne veux plus d'histoire d'amour à l'eau de rose dans les films de super-héros. Bon, je dis ça, mais franchement, j'étais au bord des larmes quand il parlait avec Peggy avant de se cracher à la fin du film. On va dire qu'un peu d'amour, ça va, mais pas trop quand même. Parce qu'on semble oublier que le vrai amour de Steve, c'est Bucky. Freaking Bucky. La caméo de Stan Lee joue le rôle d'un général de l'armée à une conférence de presse donnée par un sénateur. La scène où Steve recrute des mecs pour aller attaquer Hydra est similaire à celle où Diana fait la même dans Wonder Woman. Je vois que DC s'est bien inspiré. Cap obtient sa fameuse combinaison et son bouclier en vibranium, métal précieux du Wakanda. On voit aussi la première d'une longue série de scènes où Steve Rogers conduit une moto. Il conduit une moto dans tous ses films. Cap et Bucky s'introduisent dans un train d'Hydra transportant des armes. Dans la confrontation, Bucky tombe du train et meurt. Ou pas. La mort de Bucky affecte énormément Cap. Il se sent responsable et ça va le marquer pendant plusieurs films encore. Donc Cap poursuit Red Skull qui tente de s'échapper. Il s'introduit dans son vaisseau, va le combattre et dans l'action, Red Skull va tenir le Tesseract dans sa main. Ça va le désintégrer et le transporter sur la planète Vormir où il deviendra le gardien de la pierre de l'âme. Le Tesseract va tomber, dissoudre le sol du vaisseau et finir au fond de l'océan. Il sera retrouvé quelques années plus tard par Howard Stark et servira d'objet de recherche du projet Pegasus. Mais on n'y est pas encore. Le vaisseau se dirige vers New York et Cap doit agir pour le détourner. Il décide de se sacrifier et plonge droit dans la glace avec le vaisseau. Sa dernière conversation avec Peggy vaut bien quelques larmes. C'était le premier amour de Steve et il n'obtiendra jamais sa première danse. Ou pas. Dans la dernière scène du film, Cap se réveille dans le futur et Fury vient à sa rencontre. La scène post-générique montre Fury qui vient recruter Cap et un petit teaser du premier film Avengers. Ce film est une parfaite origin story. Il nous a fait une belle introduction du personnage. C'est l'un des meilleurs du MCU. Red Skull est un bon vilain, il a un objectif, il se donne les moyens de l'accomplir et sa cruauté n'a pas d'égal. Il est charismatique et inspire la terreur. En plus, on verra que l'héritage laissé avec Hydra perdurera. The Avengers est le 6e film du MCU et le dernier de la phase 1. Sorti en 2012, il a été réalisé par Joss Whedon. Il est le créateur des séries Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. et Buffy contre les vampires. Il a aussi coécrit Toy Story, Justice League et a produit La cabine dans les bois. Le film est inspiré du comics du même nom créé par Stan Lee et Jack Kirby. Comme nouvel acteur, on a Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton ou Hawkeye, un maître archer et agent du S.H.I.E.L.D. Mark Ruffalo dans celui de Bruce Banner. Il devait normalement avoir le rôle aussi dans The Incredible Hulk, mais Edward Norton a été choisi. Il a joué dans Zodiac et les deux Now You See Me. On a Colby Smulders dans le rôle de Maria Hill, un agent cadre du S.H.I.E.L.D. et on peut dire la main droite de Nick Fury. Je pense que tout le monde a connu dans How I Met Your Mother. Elle joue le rôle de Robin Scherbatsky.
et Clark Craig dans celui de Phil Coulson. Le film débute avec The Other, le chef de la race des Chitauri qui parle à quelqu'un de domination du monde. Il va ensuite remettre à Loki un sceptre. On apprendra plus tard que c'est avec Thanos qu'il parlait. Le Tesseract se trouve dans un laboratoire du Shield. Loki va utiliser son pouvoir pour se téléporter sur Terre, le voler et ouvrir un portail dimensionnel pour permettre aux Chitauri d'envahir la Terre. Loki qui bosse pour Thanos. Ce mec reste un mystère pour moi. Mais faut avouer qu'en tant que vilain, il est pas mal. Il a un certain charisme, surtout avec sa tenue d'Asgardien. Fury s'est fait tirer dessus. Il est mort, ou pas. Ensuite, Fury tombe d'un hélicoptère en feu. Il est mort. Non? Ok. Pas de problème. Personne ne meurt jamais. Fury recrute les Avengers qui sont dispersés dans le monde. Il n'a pas un total contrôle des décisions du Shield, vu qu'il y a un conseil mondial derrière. En gros, des bureaucrates qui donnent des ordres assis derrière leur bureau. Le personnage de Fury change petit à petit au fil des films. Dans Iron Man 2, il était encore assez relax. Là, il a un ton plus grave, plus autoritaire. Plus la situation évolue, plus les attaques contre la Terre se répètent, plus Fury lui-même évolue en tant que personnage. Je dis ça parce que dans Captain Marvel, on découvre un Fury totalement à l'opposé. Et suivre tous les films permet d'avoir une vision d'ensemble de sa personnalité. Tony et Pepper, c'est le meilleur couple du MCU, il n'y a rien à dire là-dessus. Les mecs vont aussi passer tant de minutes à blablater dans le vaisseau du Shield. Banner se transforme et on a le premier combat Thor contre Hulk. Hulk essaie de soulever le marteau de Thor en vain, mais il n'y arrive pas. Le truc, en fait, le plus drôle, c'est le visage de Hulk à ce moment. Il a l'air tellement confus. Loki va tuer l'agent Coulson. Après ça, je n'ai plus rien ressenti pour Loki. Toutes les autres fois où il meurt, j'ai souhaité qu'il le reste. L'agent Coulson n'embête jamais personne, toujours serviable et imparfait employé. Nos héros vont connaître leur première défaite et chacun devra prendre conscience de ce que ça veut dire être un héros. Un héros, c'est celui qui se relève toujours, celui qui ne laisse jamais le mal victorieux, celui qui, malgré l'adversité, sera toujours là pour protéger les innocents. C'est un thème qui est vraiment très répétitif dans les films d'Avengers, c'est que, en général, dans les premières parties, les héros n'arrivent pas immédiatement à battre le méchant, et ça leur permet de se renforcer encore plus. Les 6 premiers Avengers se réunissent pour défendre la Terre. J'ai mentionné dans Iron Man 2 que voir Iron Man enfiler son armure procure l'une des meilleures sensations qui soit. Eh bien, la scène où il arrive à Stark Tower, retire son Mark 6 tout en regardant Loki dans les yeux, il discute avec lui et enfile le Mark 7. Oh gosh, j'en ai encore des frissons. Si on ne peut pas protéger la Terre, tu peux être certain qu'on va la venger. Tony Stark. S'ensuit ensuite une bataille épique avec Iron Man, Captain America, Hawkeye, Black Widow, Thor et Hulk. Et on a la meilleure scène du film. Il y a un 360 avec la caméra. T'as Captain America qui prend les commandes et qui dit à Banner, c'est le moment pour te mettre en colère. Et Banner lui répond, mon secret c'est que je suis tout le temps en colère. Il se transforme en Hulk et 2 secondes plus tard, il met un smash à un vaisseau spatial Chitauri. Épique. Ensuite, Natasha utilise le sceptre de Loki pour refermer le portail, mais entre-temps, le conseil a envoyé un missile nucléaire sur Manhattan. Tony détourne le missile vers le portail, détruit le vaisseau mère des Chitauri et revient in extremis avant que le portail ne se referme. La caméo de Stan Lee, il apparaît à la télé en disant des super-héros à New York? Impossible. Thor retourne à Asgard avec Loki et le Tesseract. On a une autre scène de Steve Rogers sur une moto. Et la première scène post-générique, on voit le visage de Thanos, le titan fou. La deuxième scène post-générique, c'est les Avengers qui mangent un shawarma. À la fin du film, Tony et Banner ont une bonne alchimie. On le voit surtout quand ils se mettent à geeker sur un projet, jusqu'à ce qu'ils décident de créer Ultron. Tony et Cap sont plutôt antagonistes dès le départ, mais à la fin, ils apprennent à coopérer. Natasha et Hawk sont de bons amis, et une amitié se développe aussi entre elle et Banner. On voit aussi naître un truc entre Hulk et Thor. Étant présentement les 2 plus forts du MCU, je pense que ça les a rapprochés. Ce qui rend les films de super-héros attrayants, c'est le fait qu'on soit au premier rang pour observer l'évolution d'un personnage. On voit certains traits de caractère se développer pendant que d'autres disparaissent. C'est aussi ça la magie du MCU. Mention spéciale à Cobie Smulders. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une performance aussi remarquable dans le rôle de Maria Hill. Et dans tous les films Avengers, on ressentira sa présence. C'est le genre de personnage qui mérite d'avoir sa propre série à part. The Avengers clôture donc la première phase du MCU. Elle se compose de 6 films qui seront pour la plupart des origin stories pour nous présenter les personnages. The Avengers est le résultat final, une équipe de super-héros chargée de défendre la Terre.
On n'a pas vraiment ressenti l'importance des pierres de l'infini jusqu'à ce film. Il présente Thanos, le dernier boss, et va nous introduire dans une aventure qui va se terminer 16 films plus tard. Je vais expliquer brièvement les pierres, leur rôle et la présence de Thanos. Les pierres de l'infini ont été créées par des entités puissantes et anciennes, nommées entités cosmiques. Elles sont si puissantes qu'elles ne peuvent être utilisées, du moins touchées, que par des êtres supérieurs. Il existe 6 pierres d'infinité et chacune d'elles possède une couleur distinctive. Vu que je vais en parler dans les prochains films, je pense pas que ce soit nécessaire que j'explique leur fonction maintenant. Pour ceux que l'on sait déjà, le Tesseract contient la pierre de l'espace qui permet de se téléporter dans n'importe quelle dimension. Le sceptre donné à Loki par Thanos contient celle de l'esprit qui permet de manipuler les gens. Mais on ne l'apprendra que plus tard dans Avengers Age of Ultron. Donc Thanos avait déjà en sa possession une pierre d'infini qu'il a confiée à Loki pour qu'il récupère le Tesseract. Thanos ne s'est pas lancé dans la conquête de l'univers plutôt à cause d'Odin, roi d'Asgard. Il est le gardien des 9 mondes et probablement l'homme le plus puissant de l'univers. Si Thanos s'était ouvertement lancé dans sa conquête, Odin l'aurait sûrement éliminé. On ne le montre peut-être pas assez dans les films, mais Odin est surpuissant. Donc, soit par Loki ou par un autre moyen, Thanos a remarqué qu'Odin commençait à s'affaiblir et il a lancé son attaque. Ça peut expliquer pourquoi c'est juste après Thor Ragnarok qui vient pour détruire les Asgardiens. C'est tout pour la phase 1, mais aussi pour cet épisode d'Otaku Gab spécial MCU. Je te retrouve pour la phase 2. Prends soin de toi. Ciao, ciao.